Je m'appelle Sébastien Jodot. Mes grands-parents ont acheté une villa ici au début des années 60, je pense, sur plan. Une maison de vacances, ils avaient 6 enfants, un fils, mon père et 5 filles. Et ils ont passé tous leurs étés, au moins 2 mois tous les ans, à recevoir leur famille dans cette ville-là. Donc au début c'était leurs enfants et après c'était leurs enfants avec leurs propres enfants. Donc on pouvait être jusqu'à, je pense qu'aux alentours du 15 juillet ou du 15 août, ils faisaient des tablées de 15-16 personnes à table. Et c'était très maison de vacances, assez spartiate, avec des lits superposés dans la plupart des chambres, ce qui fait qu'on pouvait y être si nombreux, du mobilier assez sommaire. Comme ils y faisaient très peu de décoration ou d'aménagement, ben, c'était finalement assez l'architecture d'origine. Ils avaient même poussé le snobisme jusqu'à ne pas peindre les bacs en ciment. À l'époque, il n'y avait pas encore l'escalier qui permettait de descendre dans la crique, donc je crois qu'il y avait une corde à nœuds pour descendre jusqu'à la crique. Je suis Bernard Jodot et le village de Camara, c'est pas ici que je l'ai rencontré. C'est dans une autre maison qui est la Villa 30, ici c'est la Villa 19, et que mes parents ont acheté au premier promoteur. Ça devait se passer en 1964. Et je sais cette date parce que pour moi c'est la date à laquelle j'ai quitté mes parents en fait, pour entrer à l'école et prendre pas mal d'indépendance. Je ne l'ai pas du tout vécu comme mes sœurs. J'ai 5 sœurs qui, elles, l'ont vécu comme la maison de vacances. Alors que moi, très peu de temps après, je suis sorti de l'école, puis je suis rentré à l'armée, puis j'ai commencé à travailler. J'ai été marié, donc c'est mes enfants qui l'ont vécu. Mes parents avaient plus ou moins l'aspiration d'acheter eux aussi une villa dans le village. J'ai proposé à mes parents de me vendre la leur. Évidemment, il n'en était pas question. Et donc, j'ai acheté ici une maison que Sébastien avait repérée depuis longtemps. Je trouvais que c'était une villa très intéressante parce qu'elle était en bordure du village. Du coup, en général, les villas ont une terrasse et un patio. Et les villas sur cette bordure du village, elles ont un jardin et qui donne directement sur le maquis. Normalement, la terrasse est plus grande et la pièce principale de la villa est isolée des chambres. Il faut traverser la terrasse pour rejoindre les chambres et puis traverser ce deuxième corps de bâtiment pour rejoindre le jardin. Eux, ils avaient fait en sorte de relier les deux par une véranda. Quand on vit hors saison, c'est formidable parce que du coup, ça fait une table de salle à manger. Enfin, on a la vue sur la mer, mais tout en étant isolé du froid. La dernière fois que j'étais venu, là, avant cet été, c'était au Réveillon. C'est très agréable d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de soleil. Le soleil est plus bas, donc il rentre plus dans la maison. Mais il faut faire du feu de cheminée. Toutes les villas sont théoriquement équipées d'une cheminée. Il y en a beaucoup qui l'ont détruit. Et c'est sûr que quand on vient ici l'hiver, on est très content qu'elle existe. Il y a très peu de monde. On vit beaucoup plus à l'intérieur. Et puis ici, c'est un endroit pour faire la fête, c'est très bien, hein, parce qu'on gêne personne. Il y a un truc qu'il y a toujours eu, c'est les fêtes de village. Il y a toujours eu des gens pour organiser des fêtes. Il y en a toujours eu une au 15 août. Il y en a déjà eu 2 cette année. Parce que ça se multiplie, en fait. Les gens se reçoivent les uns les autres. Il y a toujours eu une fête des Belges. Il y a toujours eu plein de Belges dans ce village. Il y a une communauté de Belges qui avait identifié ce village et qui se sont attirés les uns les autres. Il y a toujours eu beaucoup de propriétaires belges et beaucoup de locataires belges. Souvent, c'est des gens qui se connaissaient déjà à Bruxelles et donc qui avaient tendance à vivre en bande, qui est souvent, sans chercher à généraliser, mais c'était des gens assez festifs. Donc il y a toujours eu une fête des Belges. L'été, c'est très communautaire, c'est sûr, et puis les enfants encore plus. Ils ont des parties là-dedans, on les entend le soir, c'est fantastique pour eux. C'est vraiment un village fait pour les enfants, hein. Un peu plus compliqué pour les adolescents. À l'adolescence, on est assez isolé, on ne peut pas aller ni à Ramatuelle ni à Saint-Tropez à pied, on n'a pas encore de permis. Mais à l'enfance, le fait qu'il n'y ait pas de voiture dans le village, du coup, on est complètement livré à nous-mêmes. Et donc, les enfants sortent et rentrent dans leur villa, mais très très vite, hein. Un enfant de 3 ans, on peut déjà commencer à le laisser aller sur la place du village tout seul. Donc, les enfants vivent entre eux et c'est hyper ritualisé. Et,
La journée, c'est sur la plage, sachant que la plage, c'est les criques. Une fois que les familles sont remontées, les enfants se sauvent des maisons pour se retrouver sur la place grise, la place rose, pour courir dans les ruelles. Donc très vite, c'est un territoire qui paraît immense pour des enfants, mais qui l'est pas vraiment, et un territoire de jeu. Les gens vont tous dans la villa des uns et des autres, et ça dès l'enfance. Forcément, ça crée des liens très très forts, et un lien au village et à l'architecture du village très fort. Et l'architecture, même si c'est pas forcément un rapport esthétique, c'est un rapport d'usage. C'est-à-dire que le fait que des gens aient créé un lieu avec 35 villas identiques, à mon avis, personne ne ferme sa villa à clé l'été. Et le fait de pouvoir aller comme ça de maison en maison, le fait d'avoir un village pour soi, sans rue à traverser, avec des règles, mais si peu. C'est très étonnant ce village, parce que c'est un immeuble, mais c'est un immeuble allongé. Alors d'abord, les gens, ils n'en sont pas du tout conscients. Ils ont tous l'impression d'être dans leur maison. Et c'est pas vrai. Ils sont copropriétaires de cette maison. Mais ça n'a rien à voir avec être propriétaire de la maison. Donc, ils n'ont pas l'impression d'être copropriétaires, et ça se ressent. Quand on est président du conseil syndical, je vais autant vous dire qu'on découvre. Comme beaucoup de gens, j'ai connu le village comme enfant, et après je l'ai connu comme jeune adulte, et après je l'ai connu comme parent. Les souvenirs d'enfance, donc c'est vraiment la vie en communauté. C'est pas forcément une chose avec laquelle je suis très à l'aise, mais ici on a vraiment l'impression que c'est conditionné par l'architecture, c'est-à-dire que c'est vraiment facilité le fait qu'il y ait des places, qu'il y ait des ruelles, qu'on passe devant la maison des uns et des autres, que toutes les maisons sont identiques. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui incite à faire corps. Il y a aussi la personnalité des gens. Je pense que les gens qui ont acheté ici, ils ont pas. C'est un choix particulier. C'est pas un village dont les villas sont vendues facilement. Le premier promoteur a fait faillite. Mes grands-parents qui ont acheté sur plan, ils ont vécu pendant des années dans un village en chantier, avec des grues, avec un chantier à l'arrêt, dans un village dont le chantier avait été arrêté. Dans l'histoire du village, c'est important parce que le village s'est construit en deux périodes. Une première période qui a conduit à la vente de 3 maisons. C'est la période que j'appellerais la période Le Redu. C'est le premier promoteur. Et les 3 maisons étaient complètement comme le voulait l'architecte. Et puis la deuxième période, qui s'est terminée, si mes souvenirs sont bons, en 73, donc près de 10 ans plus tard. Le deuxième promoteur, qui était Monsieur Notte, qui avait repris la faillite probablement, a fait un certain nombre de modifications assez fondamentales. En particulier, il a retiré le bac qui est là sur cette fenêtre pour presque toutes les maisons pour lesquelles il n'était pas construit. Et il a mis des barrières genre je sais pas comment dire, l'année 1970 d'immeubles parisiens. Et donc c'est beaucoup moins bien. Alors cette maison a été rachetée par un architecte qui avait connu ce projet, qui avait fait son mémoire sur ce projet, et c'était Chaput, et qui a fait un certain nombre de modifications, dont certaines ont permis de se rapprocher de ce qu'aurait dû être cette ville-là, et dont d'autres l'ont écarté au contraire. Et parmi les choses que je voulais refaire, c'est obliger les gens à remettre dans l'état, ce que j'ai appelé l'état initial, qui n'est pas l'état de l'architecte, parce que ça, je ne pouvais pas l'obtenir, ça voulait dire des modifications lourdes, mais l'état initial, c'est-à-dire comme les gens avaient acheté ces maisons. Et puis, c'est pas possible. C'est pas possible parce que le village a vécu. Tout ça, c'était il y a longtemps. Dans l'idée de Sébastien, c'est pas de la dégradation, c'est de la vie. Lui, il pense qu'il faut laisser les choses vivre. Une âme se maintient et c'est pas figeant dans un état initial. Enfin, ça, je sais que c'est pas tout à fait mon avis, mais c'est le sien et je pense qu'il a plus de chances de réussir que moi. Moi, j'ai fait les études de sociologie politique, mais à cause de Camara ou grâce à Camara, j'ai eu un lien assez fort à l'architecture. Après, je suis devenu réalisateur, puis j'ai tourné un premier court-métrage qui s'appelait Exil en suspension, et où je mettais en scène un gardien de village ici, et où j'avais tourné dans la villa
de Lord Limousse, et j'étais venu un hiver filmer quelques plans pour mettre en scène ce personnage excentrique dans un village vide. Pendant un moment, je me disais que ce serait bien de ne pas avoir d'ambition et d'avoir une vie plus hédoniste. Et je me disais que la place de gardien du village ici était une place hyper privilégiée. Et c'était qu'un fantasme, je ne sais pas jardiner, je bricole pas, j'avais absolument pas le profil du gardien de village idéal, mais j'avais cette aspiration-là, et donc j'avais commencé à écrire un roman où je pense que déjà je mettais en scène l'idée de quelqu'un qui à un moment renoncé à sa carrière et décidé de devenir gardien du village. Maintenant j'ai un projet de long métrage qui met en scène un architecte assez installé, qui a fait son mémoire de fin d'études sur le village du Merlier, qui est invité à l'enterrement du gardien du village et qui décide de renoncer à sa carrière d'architecte pour prendre la place du gardien. Ici j'avais pris le goût à la vie douce et au fait de ne pas faire grand chose, de nager, de lire. J'avais le sentiment, sans doute à raison, que j'aimais bien la solitude et que j'avais pas besoin de grand chose pour m'épanouir, et du coup j'avais l'illusion que je saurais vivre même hors saison ici, et que être payé pour le faire pourrait être privilégié. En fait, il faudrait que je me renseigne pour savoir si dans certains des villages il y a des gardiens qui sont un peu des figures, et des gens qui ont fait pour qui c'est un vrai choix et qui étaient sensibles à l'architecture. Enfin, c'est sûr que les gens qui passent l'année ici, c'est spécial, hein. C'est qu'ils ont un mode de vie très spécial, parce que je ne sais pas si vous avez interviewé le gardien, mais ça ne doit pas être drôle tous les jours, hein. Ici, c'est quand même complètement isolé. C'est un cul-de-sac, quoi. Au départ, les architectes avaient prévu 5 villages. 3 le long de la mer et 2 en l'air. Et puis un clubhouse en haut, enfin, ils avaient vu grand. Et sur ces 5 villages, il n'y en a qu'un de construit. Il y a 60 hectares quand même. Il y a le château Volterra, avec ses 40 hectares qu'il a gardés. Et puis, il y a 60 hectares en fer à cheval autour du château Volterra. Et tout ça, c'est à nous. On est copropriétaire. Le village, dans son ensemble, est copropriétaire de 15% de ces 60 hectares. Et ça, les copropriétaires du village, ils ont trouvé ça dans leur corbeille, parce que maintenant, ils ne peuvent plus rien construire. Quand on va dans les autres maisons, on découvre à chaque fois le Cap Cartaïa, là, très différentes, d'une maison à l'autre, alors qu'elles sont toutes les unes sur les autres. Et puis, on découvre des agencements un peu différents, mais on découvre aussi, cette maison est assez exceptionnelle. Les autres, c'est des maisons de vacances. Donc, ils n'ont pas investi dans la décoration intérieure, ils ont investi plus dans le bateau qu'ils mettent en bas. On ne voit aucune autre maison. On est complètement chez soi. Devant, on voit quelques toits que j'ai essayé de faire planter, mais ça n'a pas marché. Et puis de l'autre côté, les terrasses, on voit pareil que des toits, mais on ne voit pas d'autres maisons. Et les seules villas où on voit d'autres maisons, c'est plutôt celles qui sont de l'autre côté. Mais sinon, chaque villa est très indépendante des autres. Ça a été conçu pour ça. Et je pense que c'était le seul village où ça pouvait être fait. Parce que les autres, ils sont plus à plat. Et à mon avis, ça n'aurait pas marché complètement. Ça n'aurait pas marché aussi bien qu'ici. J'ai eu l'impression que je devais tant au village, que l'architecture du village et la conception du village étaient pour beaucoup dans la réussite des étés que j'y avais passé. Et du coup, je me suis intéressé à l'architecture, et être si convaincu de ce qu'elle apporte, notamment en termes de sociabilité, qu'on finit par avoir envie de lire, de rencontrer l'architecte. Quand j'ai eu un projet de court-métrage et que j'ai tourné ici, j'ai été allé filmer des dessins du village dans son atelier à Montrouge. Je m'étais forcément intéressé à Le Corbusier, je m'étais intéressé au projet de Rock et Rob, et je m'étais rendu compte à quel point le projet du Merlier dans son ensemble était inspiré de celui de Rock et Rob. J'ai visité récemment Gaoubena, qui a été construit à la même époque, qui était un projet initié, je crois, par le même promoteur, le Redu. C'était des architectes qui soi-disant n'étaient pas en contact, mais on a l'impression qu'ils ont bossé avec, qu'ils ont même des artisans en commun. Je ne sais pas si c'est le cas, mais on a l'impression que pour les menuiseries, ils ont, si ça se trouve, fait appel aux mêmes artisans. J'étais très très ému en visitant Gaoubena, en me disant que mes grands-parents auraient aussi bien pu acheter sur plan à Gaoubena plutôt qu'à Camara.
de voir les différences, les similitudes et les différences. Là-bas, on prend plus facilement sa voiture. Il y a beaucoup plus de villas, c'est beaucoup plus grand, donc la vie sociale doit être différente. Il y a des commerces, je pense, je ne sais pas s'il y a une piscine, mais en tout cas, il y a un clubhouse. C'était assez émouvant de visiter, j'étais assez bluffé par l'architecture, qui est différente d'ici, qui est moins affirmée, qui est moins, je dis pas ici c'est sobre, mais l'architecture ressort et elle est presque mise sur un piédestal, du fait du terrain, de la pente, des choix des architectes. Là-bas, elle est quasi enterrée. Ils ont choisi la pierre du pays. Du coup, elle est quasi invisible. J'avais été très touché par le geste.